Ok, donc je disais que je ne sais pas si vous avez pu regarder un petit peu sur Moodle, là. Peut-être que je vais partager, comme ça on va voir ensemble ce que j'ai mis sur Moodle pour le cours de psycholinguistique. Donc je vais partager mon écran. Hop, ok. Donc, il y a une première partie là qui s'appelle l'information sur le cours et qu'on va voir également ensemble tout à l'heure et qui porte sur le contenu du cours, donc ce qu'on va faire dans notre cours, des références conseillées. Ok, donc si vous avez la possibilité, moi je vous conseille surtout de consulter Caron, précis de psycholinguistique, parce que c'est vraiment une introduction à la psycholinguistique. Hein. Donc, et c'est en fait l'objectif de ce cours, parce que normalement, vous aurez un autre cours en L3 de psycholinguistique, en deuxième module. Donc, pour nous, ce cours sert surtout à vous faire comprendre ce que c'est la psycholinguistique et comment on fait des études en psycholinguistique. Okay? Donc là, nous avons quelques références conseillées que voilà, vous pouvez lire un peu, hein, enfin, si vous avez la possibilité de consulter ces livres. Autrement, je déposerai également des extraits au fur et à mesure des livres qu'on va consulter dans les sciences. Ensuite, il y a l'évaluation, okay? Ce qui fait paniquer les étudiants. Cette évaluation, c'est quoi? On va suivre un petit peu le même critère qu'on a adopté dans le cours d'acquisition du premier semestre, hein, c'est-à-dire qu'on va faire une fiche de lecture. Okay? Cette fois-ci, dans la fiche de lecture dans les consignes, j'ai déjà déposé sur Moodle, on essaiera d'être un petit peu plus précis. Okay? Donc, on va voir ça aussi tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la date de remise de la fiche de lecture est fixée au 21 avril au plus tard. Ok? Donc, c'est vraiment la date limite hein, pour la remise de votre fiche. Ok? Donc, nous avons ensuite la section qui concerne nos sciences de psycholinguistique. Donc là, il y a déjà quelques articles qui parlent de ce que c'est la psycholinguistique, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je déposerai bien entendu les diaporamas à chaque fois. Okay? Et là, il y a la liste d'articles. Vous devez choisir un seul article okay, sur lequel vous voulez travailler. D'accord? Donc, il y en a pas mal parce que j'ai essayé, il y a des articles qui ne sont pas vraiment récents, hein, il y a même des articles de 1995, mais j'ai essayé de trouver des articles rédigés en français. Parce que la plupart des articles en acquisition, en psycholinguistique, sont rédigés en anglais. Donc, je sais qu'il y a des étudiants qui ne sont pas vraiment à l'aise hein, avec l'anglais. C'est pour cette raison voilà, que vous ne trouverez que des articles rédigés en français. Donc, vous allez choisir un seul article, l'article, bien entendu, qui vous semble plus intéressant, hein, que vous trouvez plus intéressant, et vous allez travailler sur un des articles. Et je vais vous montrer donc aussi un peu les consignes hein, qu'il faut suivre pour la rédaction de la fiche. Est-ce que vous voyez toujours? Ok. Donc, vous voyez que c'est un peu le même modèle qu'on a suivi pour la fiche de lecture du cours d'acquisition. Okay? Donc, vous choisissez un article, vous devez faire une fiche de lecture, essayez de respecter une longueur de 3 pages maximum pour les contenus. Si vous mettez une bibliographie, ce n'est pas grave si vous arrivez à 4 pages. Hein. L'important, c'est que le contenu soit dans les 3 pages. Okay? Ici, il y a des petites consignes au niveau formel, l'interligne, le type de police, etc. Okay? Donc, là, toujours un petit rappel qu'il ne faut pas faire de copier-coller, mais ça, vous le savez déjà. Et ce qu'il faut faire d'abord dans la fiche de lecture, c'est bien entendu indiquer la référence, hein, donc le nom de l'auteur. Vous pouvez mettre l'initiale uniquement du prénom, okay. L'année de publication, le titre de l'article, le nom de la revue,
le numéro aussi de la revue, si c'est une revue qui a des numéros, page de début et page de fin. Donc ça, vous savez déjà parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble. Hein. Après, indiquer les mots-clés et le sujet. C'est ici qu'il faut prêter pas mal d'attention, hein, dans le corps du texte. Okay? Donc, indiquer dans la partie introduction la problématique générale, le cadre théorique, donc les références aux études précédentes qui sont mentionnées dans l'article, les questions de recherche, les hypothèses du travail et les objectifs aussi de l'étude. Okay? Ensuite, il y a la partie méthodologie. La partie méthodologie peut être un peu différente par rapport à la méthodologie qu'on a vue dans les études en acquisition, parce que dans les études en psycholangue, on trouve une procédure qui est expérimentale surtout. Hein. Ça veut dire que, par exemple, on prend en compte les variables aussi, et il existe différents types de variables qu'on analysera ensemble en tout cas, donc ce qu'on appelle les variables indépendantes, les variables dépendantes, les variables contrôlées, etc. Donc, tout ça, il faudra l'indiquer, toujours les participants, le stimuli, etc. Les résultats, hein, et quand on doit illustrer les résultats, il faut également essayer de interpréter, par exemple, les graphiques et les tableaux qu'on trouve dans l'article. OK. Et ensuite, il y a la partie discussion et conclusion. Donc là, vous savez très bien, il faut présenter les interprétations des résultats qui sont donnés par l'auteur. Hein, okay. Toujours par rapport aussi à son cadre de référence. Mais comme il s'agit d'une fiche d'analyse critique, hein, de l'article que vous devez faire, il faut également essayer de faire ressortir son propre, disons, réflexion, sa propre réflexion critique. Hein. Donc, dire, par exemple, si vous pensez que les questions de recherche sont pertinentes par rapport aux objectifs de l'étude, dire aussi si, d'après vous, les auteurs font une interprétation raisonnable, hein, logique des résultats et éventuellement, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de l'auteur. Hein. Par exemple, utiliser une méthode différente, se poser d'autres questions de recherche, prendre en compte d'autres variables, etc. OK? Donc, disons que c'est dans la partie méthodologie et discussion hein, qu'on retrouve surtout une approche un peu différente par rapport aux études, par exemple, qu'on a vues ensemble au semestre 1, qui portait essentiellement sur l'acquisition et qui adoptait un protocole qu'on appelle offline, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas les productions en temps réel, mais offline, ça veut dire que le sujet va répondre, par exemple, à la tâche après avoir vu, par exemple, quelque chose, après avoir lu quelque chose, etc. Il ne le fait pas en même temps. OK? OK, donc ça, c'est un peu grosso modo ce qu'il faut faire. Voilà. Après, je vous ai dit, toujours n'oubliez pas, si vous citez, d'indiquer la citation et de mettre une bibliographie à la fin de votre fiche en suivant le format APA. OK? Donc, ça, c'est voilà ce qu'il faut savoir, disons, de la modalité d'évaluation de notre cours. Hein? OK? Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Non. OK. Donc, du coup, je vais maintenant... Vous voyez le diaporama déjà? Oui, oui, oui. Okay. Donc, j'enlève ma vidéo qui n'est pas vraiment jolie. Et je vais partager du coup avec vous notre cours d'aujourd'hui. OK, qui porte sur l'introduction à la psycholinguistique. Hein. Donc, ça je mets là. Donc, le contenu de notre cours. Okay. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un cours d'introduction à la psycholinguistique. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que la psycholinguistique,
et comment elle se situe par rapport à d'autres disciplines, par exemple la linguistique. Madame, oui. je ne vois pas votre diaporama. Ok, alors j'interromps le partage et je le remets peut-être. Oui, merci. Est-ce que ça va là, Irina? Oui, c'est bon. D'accord. Merci. Ok, donc... Donc le chat, je le mets à côté si jamais il y a des questions. Alors, je disais donc que notre cours est une introduction à la psycholinguistique. Donc, on va voir un peu ce que c'est la psycholinguistique et quelques modèles aussi qu'on peut adopter en psycholinguistique, mais surtout, comment la psycholinguistique se situe par rapport à d'autres disciplines, hein, parce que nous verrons qu'en réalité, la psycholinguistique, on ne pourrait pas vraiment exister, disons, toute seule, hein, sans avoir de lien avec d'autres domaines. Hein. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Okay. Donc, on va ensuite se focaliser sur les méthodes de la psycholinguistique, notamment la méthode expérimentale, et on va voir que, par exemple, dans la méthode en psycholinguistique, il peut y avoir l'observation et l'expérimentation. Parfois, on ne peut pas réaliser l'expérimentation pour toute une série de problèmes et donc on doit s'appuyer uniquement à l'observation. Okay. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on va surtout se focaliser sur la production langagière. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau cognitif lorsque un sujet, qui soit un sujet, un locuteur natif de sa langue maternelle ou un apprenant d'une langue seconde, doit verbaliser un message. Donc, on va étudier ce qui se passe du moment de la conceptualisation jusqu'au moment de la formulation linguistique. Mais vous verrez que dans chaque séance, je ferai également référence à la compréhension parfois. Aujourd'hui, par exemple, je parlerai un petit peu de la compréhension du sens. Il y a différentes tâches qu'on peut analyser en psycholinguistique. Hein. Par exemple, on peut même analyser la lecture. Qu'est-ce qui se passe quand un sujet lit un texte ou qu'est-ce qui se passe lorsqu'il doit détecter des similarités. On verra qu'il y a différentes tâches qu'on peut demander au sujet dans des études de psycholinguistique. Donc là, petit rappel sur la modalité d'évaluation, mais c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Okay. Donc, si on doit dire, donner en quelque sorte une définition de psycholinguistique, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions ou si vous voulez que je revienne sur quelque chose. Si on doit donner une définition de psycholinguistique, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on peut dire que certainement, la psycholinguistique étudie la faculté du langage. Hein. Mais vous savez très bien que la faculté du langage est également étudiée par d'autres disciplines, par exemple par la linguistique. Okay. Donc, on peut dire que l'étude de la faculté du langage se situe un peu au carrefour de trois disciplines distinctes, mais qui sont également en quelque sorte interreliées. Okay. Donc, la linguistique, c'est un domaine que vous connaissez déjà, et vous savez qu'est-ce que la linguistique propose. Elle donne, elle offre les propriétés structurales des langues naturelles. Elle essaie de décrire, on peut dire, les structures, les propriétés structurales des langues naturelles et des représentations aussi variées d'une même faculté cognitive qui est spécifique à l'homme. Okay. Donc, si on veut reprendre la distinction entre compétence et performance, on pourrait dire que la psycholinguistique étudie la compétence, okay? C'est-à-dire l'ensemble des connaissances qu'on a sur les langues naturelles. Okay?
les méthodes, la méthode qui est à la base de la psycholinguistique est certainement une méthode qui se base sur l'intuition linguistique, sur l'observation, parce qu'on observe le phénomène, par exemple, linguistique qu'on veut analyser, et l'analyse de corpus, parce que comment est-ce qu'on fait cette observation? Ben, normalement, on analyse des corpus qui peuvent être des corpus écrits ou des corpus oraux. OK? Donc, ça, c'est ce que fait la linguistique. Qu'est-ce que la psycholinguistique nous propose? Déjà, vous voyez que le terme psycholinguistique est constitué justement de psycho, qui nous renvoie effectivement à quelque chose qui se passe au niveau cognitif, okay, et linguistique, okay, donc, dont on vient de parler. Donc, la psycholinguistique permet d'identifier les processus cognitifs, si possible online, c'est-à-dire en temps réel, qui précèdent à la production du langage, production écrite ou orale du langage, et à la compréhension aussi du langage, compréhension écrite ou orale. Okay? Donc, on peut dire que si la linguistique étudie la compétence, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qu'on a d'une langue, la psycholinguistique étudie plutôt la performance, c'est-à-dire notre compétence en nous, ce que nous faisons avec la compétence langagière. Okay? Donc, avec les instruments que nous avons à disposition pour comprendre et pour produire le message, le langage. Okay? Donc, la linguistique étudie la compétence, ensemble de connaissances. La psycholinguistique étudie plutôt la performance, okay? Notre façon à utiliser la compétence linguistique pour produire et comprendre le message. Okay? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Madame, j'ai une question. Oui. J'ai pas une question entre la distinction entre linguistique et psycholinguistique, ça me paraît très clair. Oui. Par contre, vu que la psycholinguistique ça étudie le cognitif, ça me fait parce que je vois le mot neuropsycholinguistique. Oui. Moi, je me demande, parce que neuro, ça veut dire aussi étude de ce qui est cognitif, donc du coup, ça porte à confusion en fait pour moi. En fait, pas vraiment, Irina, parce qu'il faut savoir, et ça on va le voir tout à l'heure, que la neuropsycholinguistique va un peu plus loin que la psycholinguistique, parce qu'elle permet de voir effectivement ce qui se passe dans le cerveau à travers toute une série d'outils, par exemple des IRM, okay, ou des électroencéphalogrammes, ce qu'on ne fait pas en psycholinguistique. Donc, en neuropsycholinguistique, on va étudier vraiment avec des moyens on doit essayer aussi, on doit tenter qu'ils ne soient pas trop invasifs pour le sujet. Donc, on va voir vraiment ce qui se passe dans le cerveau au niveau biologique. D'accord. Okay. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on va voir ça aussi un petit peu tout à l'heure, dans les grandes lignes, parce que nous ne faisons pas un cours de neuropsycholinguistique. Ça, je pense que c'est encore un autre cours que vous aurez en L3. Okay. Si. Okay. Est-ce que ça va donc jusque-là? Donc, neuropsycholinguistique, par rapport à la psycholingue, en réalité, essaye surtout de localiser, dans le cerveau, le substrat biologique de la parole et du langage. Donc, les neurolinguistes vont vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, donc au niveau biologique, lorsqu'on doit produire un message ou lorsqu'on doit comprendre un message. OK? Donc, on a dit que la linguistique donc, se focalise, étudie la compétence, et que la
psycholangue étudie la performance. Mais, lorsque la linguistique utilise des analyses statistiques de corpus, elle s'approche plutôt de l'étude de la performance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les analyses statistiques dans les corpus permettent de relever si un tel emploi d'une telle structure linguistique auprès de locuteurs est considéré comme statistiquement significatif ou pas. Et donc, si ça relève des différences, par exemple, entre les locuteurs, entre ce que fait un locuteur avec la langue et un autre groupe de locuteurs. Donc, si on a ce type d'analyse statistique dans les études en linguistique, on peut dire que la linguistique s'approche de l'étude de la performance. Il faut également dire que la psycholinguistique tient compte également des théories linguistiques, pour la modélisation des représentations mentales. Donc, si la psycholinguistique, si on part du postulat que la psycholinguistique s'appuie sur les études, sur les théories linguistiques, ça veut dire qu'elle étudie également la compétence et pas uniquement la performance. D'accord? Donc, vous voyez qu'en réalité, il y a quand même un lien entre les deux disciplines. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, en réalité, la psycholinguistique ne pourrait pas exister sans l'apport d'autres disciplines, de la part d'autres disciplines. D'accord? Donc, ici, donc, juste pour dire autrement ce que je viens de dire, la linguistique donc, étudie, rend compte en quelque sorte de l'architecture structurale des langues, et elle le fait indépendamment de ce qui se passe dans le cerveau, de ce qui se passe dans l'esprit humain. Donc, l'objectif de la linguistique est d'étudier les propriétés structurales des langues. La psycholinguistique s'intéresse au niveau cognitif, donc à tout ce qui se passe au niveau cognitif lors des processus langagiers. Et donc, elle doit modéliser, et on va voir aussi ce que ça veut dire, modélisation, modéliser, etc., le fonctionnement de l'activité langagière. La neurolinguistique a besoin de technologies plus sophistiquées, enfin même des technologies qui sont utilisées dans le domaine médical, donc IRM, des électroencéphalogrammes, etc., pour voir, pour étudier en quelque sorte ce qui se passe au niveau neuronal et cérébral lorsqu'on doit produire ou comprendre des messages verbaux. Mais quelles sont les autres disciplines qui donnent le rapport à la psycholinguistique? Donc, la psycholinguistique, on vient de la nommer. Il y a également la psychologie cognitive, parce que vous voyez que la première partie du mot psycholinguistique est constituée justement de psycho. Donc, la psychologie cognitive, elle fait quoi? Elle étudie le système cognitif humain. Il y a également la philosophie, notamment la philosophie du langage, qui donne sa contribution à la psycholinguistique avec ses études sur le rapport qui existe entre langage et pensée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il se passe au niveau cognitif et quelle est la relation qui existe entre la pensée, notre pensée, et le langage? Est-ce que, par exemple, les structures de notre langue impactent notre manière de penser? Une autre discipline qui joue un rôle important pour la psycholinguistique est représentée par l'anthropologie, qui se focalise surtout
sur, disons, le rapport qui existe entre culture et langage. Okay. Exemple, c'est l'hypothèse de Sapir-Whorf. Est-ce que vous connaissez cette hypothèse? Oui, on l'a vu en cours de pensée et langage. C'est sur la relativité linguistique. Exactement, exactement. Okay. Donc, d'après ces auteurs, mais en réalité, le débat entre rapport entre culture et langage, enfin, ça remonte à beaucoup plus loin que Sapir-Whorf, mais voilà, les deux auteurs, Sapir-Whorf disait qu'il existe un impact important de la culture sur le langage, okay? Et donc sur notre pensée. Notre pensée qu'ils appellent la pensée ordinaire, donc c'est la pensée à laquelle on a l'habitude d'avoir recours, mais il est vrai qu'il existe aussi une autre pensée que les anthropologues n'étudient pas, et c'est la pensée qui n'est pas verbalisée, okay, que nous ne réalisons pas en termes de production linguistique, production langagière. Donc, l'anthropologie aussi peut donner sa contribution à la psycholinguistique. Donc, la neurolinguistique, on l'a mentionné tout à l'heure. Okay. Et sachant que la neurolinguistique étudie également les troubles du langage, parce que même les psycholinguistiques, très souvent, étudient les troubles du langage, mais les neurolinguistes vont plus loin parce qu'ils essayent de voir toujours ce qui se passe au niveau cérébral et neuronal lorsque on a différents types de problèmes de langage, de troubles du langage. Il existe une autre discipline qui joue un rôle crucial dans la psycholinguistique et qui est représentée par l'intelligence artificielle, okay? Qui permet en réalité de modifier en quelque sorte, de manière artificielle justement, le traitement du langage humain. C'est-à-dire que, par exemple, à travers des machines, à travers des ordinateurs, on va faire de l'implémentation de modèles, okay, dans le système informatique qui doit simuler, okay, le traitement du langage humain. Donc, cette simulation du traitement du langage humain, on va voir si après elle correspond à ce que font les locuteurs natifs. Okay? Si elle ne correspond pas à ce que font les locuteurs natifs ou les apprenants, alors ça veut dire que nous, en tant que psycholinguistes, on doit améliorer notre modèle. Okay? Mais ça aussi, on le verra quand on va voir le protocole expérimental qui est suivi par les psycholinguistes. Donc, jusque-là, vous voyez qu'il y a pas mal de disciplines de sciences qui sont interreliées et qui donnent le rapport à la psycholinguistique. Donc, on a dit que toutes ces disciplines étudient la faculté du langage. Okay? Donc, étudient également la langue en quelque sorte. Si on doit donner une définition de langue d'un point de vue psycholinguistique, mais pas que psycholinguistique, on pourrait dire que la langue est, c'est quoi? C'est l'ensemble des représentations déclenchées pendant l'activité de langage par des processus cognitifs spécialisés. Et donc, vous voyez encore une fois l'importance de la psychologie cognitive, des neurosciences, de la linguistique structurale et cognitive. Okay? Donc, on va voir, par exemple, on peut étudier, quand on étudie une langue, les structures linguistiques qui sont permises dans une langue, les fonctions cognitives, okay, aussi, et aussi les intentions communicatives. Telle structure a telle fonction, qui permet au locuteur d'exprimer telle intention communicative. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, donc on a dit que cette psycholinguistique s'occupe d'étudier les processus cognitifs lors de la production du langage ou la compréhension du langage. Ou bien, on peut dire, si on veut donner une définition qui soit toujours en lien avec nos cours aussi d'acquisition, on peut dire que la psycholinguistique étudie les processus cognitifs qui sont mis en jeu
pendant l'acquisition du langage, la compréhension du langage et la production du langage. Okay? Quand on parle de compréhension et de production, on réfère toujours à deux modalités, compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale. Okay? Et quand on parle d'acquisition du langue, en réalité, la psycholinguistique peut étudier ce qui se passe au niveau cognitif lors de l'acquisition du langue maternelle, mais aussi lors de l'acquisition du langue seconde, du langue troisième, etc. OK? Donc, petit rappel, dans la continuité de notre cours d'acquisition du premier semestre, là, nous allons un peu focaliser notre attention surtout sur la production du langage et surtout pour montrer quelle est la différence entre des études qui adoptent un protocole offline et un protocole online. Offline, ça veut dire que la compréhension ou la production du locuteur, hein, des sujets, des informateurs, ne se fait pas en temps réel, mais toujours, par exemple, après avoir écouté quelque chose ou après avoir vu le support. Online, ça veut dire qu'elle se fait en même temps que, disons, le visionnage de la vidéo. Ça dépend du support qu'on utilise. Okay? Alors, dans un petit survol sur la compréhension du langage. Okay? Donc, vous savez très bien que la compréhension du langage est un processus qui, disons, ne consiste pas simplement à reconnaître des formes. Okay? Mais c'est un travail, c'est tout un travail qui est réalisé par la mémoire pour comparer ce qu'on perçoit au niveau acoustique, phonologique, phonétique, à ce qu'on connaît déjà. Okay? Donc, la compréhension du message passe, mais tout comme la production aussi, hein, passe par plusieurs étapes. Okay? Ça veut dire que nous, en tant que écouteurs d'un message, la première chose que nous recevons, c'est une information acoustique. Donc, quelque chose qu'on entend, okay? Une suite de sons, une suite de mots. Okay? Après, il y a une représentation phonétique et phonologique. Okay? Donc, on se représente hein, ce qu'on écoute à travers des phonèmes, à travers des sons. Ensuite, il y a une représentation syntaxique, donc la phrase, okay? Et une représentation sémantique, le sens. Okay? Donc, les trois représentations phonético-phonologiques, syntaxiques et sémantiques font partie justement de ce qu'on appelle le lexique et la grammaire du langue, hein, ou notamment lexique et grammaire de ce qu'on entend, parce qu'on est toujours dans la compréhension d'un message. Okay? La dernière étape est vraiment plutôt, concerne plutôt l'aspect pragmatique. Donc, je dois comprendre le message que je reçois, okay? Mais ce message doit toujours être lié à une situation de communication précise. Okay? Donc, toujours ancrer le message qu'on reçoit à la situation donnée, à la situation communicative donnée. Donc, vous voyez que compréhension du message, ça, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu avec Madame Cornu, mais l'important, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Lorsqu'on entend un message, on n'entend pas tout simplement, on ne reçoit pas tout simplement l'ensemble des mots, l'ensemble des phrases, mais il y a différentes étapes. Une première étape qui est l'information qu'on perçoit, une deuxième étape qui est la représentation phonétique, syntaxique, sémantique, et à la fin, uniquement à la fin, hein, on comprend le sens du message et on doit également lier le sens, interpréter ce sens à la situation de communication. Okay? Donc, si on veut décrire, d'accord, les étapes du traitement du langage, dans ce cas-là, au niveau de la compréhension.
Okay? On a dit que nous avons cette information acoustique. Okay? Donc, nous recevons une entrée, okay? Un input, on appelle aussi, c'est-à-dire un signal de parole continue. J'entends quelqu'un qui parle et je reçois en quelque sorte ces segments, hein, ce signal. Il y a ensuite une sortie qui sont justement les segments phonétiques, donc les sons et les segments phonologiques, donc les phonèmes. Okay. Ensuite, il y a une étape qui relève plutôt de la morphologie, donc on passe de la perception des phonèmes à la perception des mots. Okay. Donc, je comprends qu'il y a des mots. Okay. Des mots qui peuvent également varier du point de vue morphologique, en genre, nombre, déclinaison, dérivation, composition, etc. Et il y a également des règles au niveau de la prononciation qui peuvent avoir lieu entre les mots ou dans les mots. Okay? Exemple, la perception d'un diphtongue, okay, qui se fait par un phénomène de synérèse. Okay, qu'est-ce que la synérèse? C'est lorsque nous avons deux voyelles en réalité qui sont contiguës, mais qui font partie d'un seul bloc, okay, qu'on appelle diphtongue. C'est le cas, par exemple, de lié. Okay? Nous avons IE qui représente presque un diphtongue. Il peut y avoir également des règles de prononciation qui se font entre les mots, hein, par exemple la liaison, petit enfant, grand enfant, etc. Ou de élision, lorsque on doit effacer, disons, une voyelle ou une consonne en fin du mot. Okay? Donc tout ça, c'est tout des choses que nous percevons quand nous allons écouter un message. Au niveau morphologique, l'entrée que nous recevons est certainement une suite de morphèmes, okay, donc les mots. Et ces mots, après, relèvent également de syntagmes, donc de catégories, ils ont des fonctions, etc. Et c'est uniquement après la perception de ces mots ou de ces suites, hein, d'éléments en tout cas, qu'au niveau conceptuel, nous pouvons donner un sens, okay, à ce mot. Donc, ce qu'on appelle une sémantique lexicale, mais aussi une sémantique grammaticale. Okay? On doit comprendre, par exemple, que quand on a une suite de mots, eh bien, la signification de cette phrase, de ce syntagme, ne correspond pas à la somme de ses parties. Et qu'il y a également, la signification peut dépendre également du contexte de occurrence. Okay? Exemple, si on prend le mot avocat, okay? Le mot avocat peut avoir différentes significations et nous allons comprendre le sens du mot avocat uniquement dans son contexte. Okay? Si on dit il a été défendu par un avocat marron, okay, on comprend que l'avocat dans ce cas-là, ce n'est pas l'aliment avocat. Mais si on dit les avocats sont marrons, on comprend que les avocats fait référence à ce qu'on mange. Okay? Donc, dans la compréhension du message, important à retenir qu'il y a toute une série d'étapes qui entrent en jeu et que uniquement, enfin vraiment la dernière étape est l'étape sémantique et l'étape pragmatique, c'est-à-dire comprendre le sens, donner un sens à ce qu'on a perçu, okay, tout en tenant compte de la situation communicative. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça va. Okay. Est-ce que ça, vous l'aviez déjà vu avec Madame Cornu ou pas, un peu de compréhension? Non, avec Madame Cornu, on a eu vraiment qu'un cours et on a seulement parlé des aspects, comment dire, physiques et un petit peu de l'appareil auditif. D'accord. Ok, d'accord. Alors, donc, on a dit que la psycholinguistique, à l'instar des disciplines qui aident la psycholinguistique, étudie cette faculté du langage. Hein. Donc, on peut dire qu'elle étudie également pas que les facultés du langage, mais aussi les langues, okay, à plusieurs niveaux.
Okay. Donc, à un niveau phonologique, à un niveau morphologique, à un niveau syntaxique, mais aussi, il peut y avoir de l'interaction entre les niveaux. C'est-à-dire, on peut étudier à la fois le niveau morphologique et phonologique, à la fois le niveau syntaxique et sémantique. Ou on peut aller plus loin et étudier, par exemple, un peu l'interface entre ce qui est langagier et entre ce qui est plutôt corporel, donc qui renvoie, par exemple, à la gestualité, à la mimique faciale. Okay. Donc, et là, on entre dans la question de la communication multimodale parce qu'il y a plusieurs modes qui entrent en jeu pour la production ou la compréhension du message. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une interaction entre plusieurs domaines, le domaine syntaxique, le domaine sémantique, le domaine pragmatique, mais on avait également vu le domaine phonologique et le domaine morphologique. OK. Donc, pour travailler sur l'activité de langage, okay, comment on travaille sur cette activité? À travers des tâches de compréhension ou de production d'un message parlé. Okay, parlé ou écrit, hein, je vous ai dit, il y a toujours les deux modalités. Comment on travaille à l'interface langue-langage? Ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui forcément doit prendre en compte plusieurs facettes, hein, plusieurs disciplines. Donc, par exemple, comment l'observation et la modélisation de l'activité du langage peuvent expliquer les structures formelles, par exemple la notion de marque ou la notion de saillance en linguistique cognitive. La saillance, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un élément qui est particulièrement perçu par le locuteur d'une langue. Et la saillance, elle est également liée à la fréquence, par exemple, de tel élément dans une langue. Plus un élément est saillant de la langue, pardon, est fréquent de la langue, dans l'emploi de la langue, plus il sera saillant pour le locuteur ou l'apprenant de telle langue. Okay? Donc, il y a également toute une question qui est liée à ce qu'on appelle la correspondance entre les formes d'une langue et les fonctions de ces langues. Et ça rentre surtout dans l'approche fonctionnelle qu'on pourrait adopter dans les études et qu'on va également voir tout à l'heure. Okay? Alors, ce qui nous intéresse là, c'est que quand on étudie langue et langage, hein, donc qu'est-ce qu'on fait avec la langue, la faculté du langage, etc. Donc, vous voyez les approches qu'on peut utiliser, les disciplines qui peuvent entrer en jeu pour étudier langue et langage. Au centre, je vous ai mis grammaire et cognition, qui est grammaire du langue hein, en général, et cognition. Donc, la cognition au niveau cognitif, qu'est-ce qui se passe? Certainement, la linguistique peut étudier les formes d'une langue, mais aussi les fonctions, parce qu'on a telle forme en français, cette forme linguistique me permet d'exprimer telle fonction. Okay. Dans les études en linguistique, très souvent, on prend en compte la notion de variation linguistique. Okay. Donc, vous savez très bien qu'une langue X présente toujours des variations. Donc, des variations qui peuvent être diastratiques, diaphasiques, diatopiques, donc qui sont liées à l'endroit où on parle la langue, au registre de langue, okay, mais aussi au niveau formel, informel, etc. La linguistique tient compte également de l'hétérogénéité des langues, okay. Et ça dépend après de quel type de linguistique on adopte, mais par exemple aussi de l'évolution des langues, hein, si on adopte une approche diachronique. Ensuite, grammaire et cognition, étudiée par la psycholinguistique, okay, et aussi par la neurolinguistique, sachant que psycholingue et neurolingue très souvent travaillent ensemble. Okay. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études en littérature
qui sont des études psycholinguistiques, mais qui se sert des moyens utilisés aussi par les neurolinguistiques. Donc, tout ce qui est IRM, tout ce qui est électrocéphalogramme, etc. Pour aller plus loin, pour voir non seulement ce qui se passe au niveau cognitif, mais aussi ce qui se passe au niveau cérébral, vraiment dans notre cerveau au niveau biologique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quand on fait une étude en psycholinguistique, mais aussi en général en acquisition, dans une étude par exemple en acquisition qui n'adopte pas de protocole expérimental, on peut adopter différentes approches. Une approche formelle, par exemple, et une approche une approche fonctionnelle. L'approche formelle est essentiellement une approche qui se base sur la vision générative des langues. Donc, le postulat, on pourrait dire, de départ de l'approche formelle est qu'il existe toute une série de règles formelles, fixes, qui sont innées aussi chez l'homme et qui sont universelles. Donc, ça renvoie beaucoup au Language Acquisition Device de Chomsky, ce dispositif inné de la langue qui existe pour tous les êtres humains. Donc, c'est dans l'approche formelle qu'on retrouve la notion de compétence qui s'oppose donc à la notion de performance comme faculté spécifique qui ne dépend pas des autres capacités cognitives de l'homme. Donc, dans l'approche formelle, on retrouve cette vision, cette grammaire générative et le fait que l'homme, en réalité, possède des règles formelles, universelles, et à partir d'un système de règles, on peut générer un ensemble infini, une quantité énorme de phrases. Donc là, en réalité, de l'approche formelle, on s'appuie uniquement à la forme, donc à tout ce qui est vraiment côté structurel de la langue. On ne va pas se focaliser sur la fonction des formes. Donc, il y a, disons, l'objectif de la linguistique, des études de linguistique qui adoptent une approche formelle, est essentiellement de définir cette grammaire universelle, de dire ce que c'est la grammaire universelle. Et l'approche formelle ne tient pas compte de la situation communicative, ne tient pas compte du contexte de la communication. Et essaye d'établir un ensemble de règles qui permettent d'exprimer toutes les phrases possibles qui peuvent être engendrées, produites dans le système. Donc, si vous voulez, c'est un peu un formalisme de type logique. On ne tient pas compte du contexte, on essaye juste de décrire cette grammaire universelle. Quel est l'impact de cette approche dans les neurosciences? Disons que dans les neurosciences, on va dire de ce point de vue que la faculté du langage serait spécialisée dans des zones précises du cerveau qui servent justement à cette faculté, qui ont pour but cette fonction de grammaire universelle et de règles, ensemble de règles qui nous permettent de produire un nombre infini de phrases. Donc ça, c'est l'approche formelle. Il existe une autre approche qui est l'approche fonctionnelle, qui justement tient compte de la fonction des formes linguistiques. Et le postulat de départ de l'approche fonctionnelle est que les structures du langage sont déterminées par les fonctions qu'il sert, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette correspondance entre forme et fonction. On peut avoir, d'après l'approche fonctionnelle, deux fonctions principales, une fonction symbolique et une fonction communicative. La fonction symbolique est plutôt la représentation mentale
Ok. La fonction communicative est vraiment l'interaction, le fait de communiquer à travers l'information. Okay. D'après cette approche, donc l'approche fonctionnelle, en réalité, on ne peut pas étudier le langage sans considérer les finalités du langage, les modalités d'utilisation, mais surtout le contexte situationnel. Donc aussi le rôle, par exemple, des interlocuteurs, le statut des interlocuteurs. Donc ça renvoie beaucoup disons, au modèle de la compétence communicative de Himes, okay, où il faut prendre en compte toute une série de paramètres lorsque on doit interagir avec quelqu'un. Okay. Donc, le langage est également considéré dans l'approche fonctionnelle comme un système ouvert. Okay. Donc, l'approche fonctionnelle, forcément, tient compte également des variations linguistiques, des variations interlinguistiques, de la diversité des langues, de la diversité des règles, des formes et d'une variation interne donc aux langues. Okay. Les notions clés de l'approche fonctionnelle sont certainement la construction du sens, la grammaire qu'on utilise et aussi, surtout, l'importance du contexte. Okay, c'est ça, disons, la différence fondamentale entre approche fonctionnelle et formelle. L'approche fonctionnelle consacre énormément d'importance à la situation communicative, au contexte. Okay. Donc, les objectifs de l'approche fonctionnelle sont de décrire les propriétés fonctionnelles des langues en prenant en compte la variabilité des formes et aussi de leur usage. La méthode qui est utilisée dans l'approche fonctionnelle est une méthode inductive d'observation. Normalement, on observe sur le terrain. Donc, on essaye de partir des usages en contexte pour calculer la valeur des formes et faire également émerger des mécanismes invariants. Okay. Donc, certainement, dans l'approche fonctionnaliste, il y a plusieurs courants qui entrent en jeu parce qu'on essaye de, par exemple, de départager les invariants typologiques, les invariants cognitifs, mais aussi des mécanismes énonciatifs, donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'énonciation, et parfois également des principes qui sont un peu plus communs à toutes les langues. Par exemple, ça c'est surtout l'analyse conversationnelle et pragmatique. Qu'est-ce qu'il y a du point de vue universel dans la conversation, dans l'usage de la langue. Okay. Alors, la question de base, donc, est mais comment on peut articuler cette diversité des représentations linguistiques et aussi l'universalité de la faculté du langage. Et à quel niveau, s'il y a des différences entre les langues, on peut situer l'invariance cognitive et linguistique qui permet donc la variation d'une langue à l'autre ou d'un état de langue à l'autre. Okay. Ça dépend des approches qu'on prend en compte, c'est-à-dire que si on s'appuie sur la variation diachronique, on va forcément étudier uniquement l'évolution de la langue au fil du temps, au niveau grammatical, au niveau lexical. Si on s'appuie sur la variation synchronique, et ben forcément, on va étudier plusieurs systèmes linguistiques, okay, indépendamment du temps, de la notion du temps. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en synchronie. Et donc, de ce point de vue, on étudie ce qu'on appelle les types de langue. Okay. Ça, je vais le mettre, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça. Okay, la petite flèche aussi n'est pas celle que je voulais. Okay. D'accord. Ok. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, madame, est-ce que vous pourriez remettre la diapo précédente, s'il vous plaît? Elle est passée un peu vite, merci.
Oui, alors là, c'était vraiment pour dire, comme dans l'approche formelle, on a parlé de variations, de variants, invariants, etc. Et comment est-ce qu'on peut établir en réalité ce qui est commun aux langues au niveau cognitif et linguistique de ce qui diverge entre les langues. Et ça dépend en réalité toujours de quel type de variation, sur quel type de variation on veut se focaliser. Si on veut se focaliser sur une variation diachronique, alors on va étudier uniquement l'évolution de la langue au fil du temps. Okay. Si la langue a évolué du point de vue lexical, du point de vue de la grammaire, etc., ou même du point de vue phonétique, si on adopte une approche plutôt synchronique, alors ce qu'on va faire, et c'est quelque chose que vous allez voir en étroit avec les études de linguistique comparée, c'est que en réalité, on va étudier plusieurs systèmes linguistiques à la fois. Donc, on essaie de départager les types de langues. Okay? Ça, c'est quelque chose qui fait surtout la typologie linguistique, pour essayer de faire ressortir les traits communs et les traits divergents. Okay. Et vous voyez que tout ça, encore, on ne voit pas du protocole expérimental, parce que ça, on le fait surtout à travers des analyses de corpus écrits oraux, mais normalement, il n'y a pas le côté online, qui est pris en compte. Il n'y a pas vraiment de protocole expérimental pur comme l'entendent les psycholinguistes. Donc, ça va, Caroline? Oui, 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 ça va mieux. Je vous remercie. Je vous en prie. OK, donc, si on veut parler, donc on a vu en grande ligne qu'est-ce que la psycholinguistique, qu'est-ce qu'elle fait, différence avec les autres disciplines interreliées. Si on veut donner une définition de psycholinguistique développementale, okay, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il s'agit de l'étude des processus psychologiques par lesquels les locuteurs d'une langue élaborent et mettent en œuvre le système de leur langue. Okay? Donc, c'est un peu une définition plus scientifique par rapport aux définitions qu'on vient de voir. Donc, mais en fait, on dit les mêmes choses. On étudie les processus cognitifs, psychologiques, à travers lesquels le sujet humain élabore, met en place le système de sa langue. Ces opérations sont impliquées dans la production et la compréhension du langage. Donc, production écrite des messages oraux ou écrits, compréhension des messages écrits ou oraux. Okay. Est-ce qu'il y a une interaction ou il y a autonomie des niveaux de traitement du langage ou d'interaction? Okay. Question. Ça, c'est l'une des questions qu'on se pose en psycholinguistique. Lorsque je produis un message, est-ce qu'il y a une interaction dans le traitement de plusieurs facteurs, de plusieurs phases qui entrent en jeu de la production du langage, ou est-ce qu'il y a une autonomie? Chaque niveau fait quelque chose, mais de manière autonome. Okay. Alors, si on prend en compte l'acquisition du langage, parce qu'on a dit que psycholinguistique étudie ces processus cognitifs dans l'acquisition, la production et la compréhension du langage. Si on part de l'acquisition du langage, l'acquisition, elle fait quoi? Elle essaye de déterminer la succession et l'articulation des étapes développementales de l'apprenant qui doit arriver à construire son système linguistique. Donc, l'un des objectifs de l'acquisition du langage est certainement d'identifier les étapes développementales dans le processus acquisitionnel, okay, et de dégager aussi les facteurs et les processus qui sont à la base de ces étapes et qui expliquent, si vous voulez, l'itinéraire développemental de l'apprenant. Okay. Comment, en acquisition du langage, on peut faire ce type d'études? Il faut toujours choisir l'approche déjà. Okay. Est-ce que je vais adopter une approche formelle ou est-ce que je vais adopter une approche
fonctionnelle. Okay. Mais l'important, c'est ça, c'est que l'un des objectifs en acquisition du langage et en acquisition des langues en général, c'est de départager par quelles étapes développementales les sujets apprenants s'approprient son système linguistique. Okay. Et on essaye également de dégager, hein, et là, c'est lorsqu'on adopte un protocole expérimental, les processus cognitifs, quels sont les processus cognitifs et les facteurs qui entrent en jeu lors du développement de la langue, hein, et donc qui expliquent en quelque sorte aussi les étapes développementales de l'acquisition du langage. Donc, on peut dire, hein, si, parce que nous avons dit que nous allons nous focaliser surtout sur la production du langage. Lors de la production du langage ou du discours, en réalité, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la production du langage est un peu le résultat, okay, de ces processus cognitifs, hein, mais également des processus qu'on appelle de représentation, de théorie et de modèle. Okay? Qu'est-ce que ces représentations mentales? Qu'est-ce que ces théories? Qu'est-ce que ces modèles? Alors, ça dépend déjà, la représentation mentale d'un fait de langue, d'un fait linguistique, ça dépend déjà de la perspective. On parle de quel point de vue? Est-ce qu'on parle du point de vue du locuteur, donc du sujet qui parle, ou est-ce qu'on parle du point de vue du linguiste? Okay? Si on parle du point de vue du locuteur du langue, la représentation d'un fait de langue est en réalité la représentation mentale, okay, du fait linguistique. Donc, c'est un peu tout ce qui relève des connaissances, des représentations pour les connaissances lexicales, syntaxiques, phonologiques, donc vraiment la zone de stockage des informations, le type de stockage, s'il s'agit d'un stockage analytique holistique, statique ou dynamique, etc. Donc, c'est vraiment notre représentation mentale à nous, des connaissances de la langue, hein, donc des connaissances lexicales, phonologiques, etc. Du point de vue du linguiste, la représentation d'un fait de langue, eh bien, ça dépend si on pense à des données sonores, à des données lexicales, etc. Donc, si on pense à des données sonores, bah, pour un linguiste, la représentation du fait sonore est certainement l'alphabet phonétique international, okay, et la notation prosodique, donc tout ce qui relève de la prosodie, tout ce qui relève des phonèmes, tout ce qui relève des sons. Okay. La représentation d'un fait de langue pour des données syntaxiques sera la notion de syntagme, arbre syntaxique, catégorie grammaticale, et pour les données lexicales, la représentation lexicale ou lexicographique. Okay. Donc, pour nos sujets humains qui parlent une ou plusieurs langues, représentation d'un fait de langue, c'est la représentation mentale de la langue. Pour un linguiste, ben, ça dépend de si on travaille sur l'écrit, sur la syntaxe, sur la phonologie, donc vous avez vu qu'il y a différentes représentations. Est-ce qu'on peut avoir une relation entre la représentation du sujet humain et la représentation des linguistes? Eh bien, c'est un peu ce qu'on retrouve dans la linguistique cognitive, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de simuler, dans la vue à travers des intelligences artificielles, le traitement du langage, okay, pour voir effectivement si notre modèle à nous est pertinent ou pas, ou si on doit le modifier pour l'étude de la langue. Donc ça, c'est ce qu'on entend par représentation. Quelle est la différence entre théorie et modèle? Parce que nous avons dit la production langagière est finalement le résultat de ces représentations, des théories et des modèles. La théorie, c'est quoi? C'est un certain type de représentation de la réalité linguistique. Okay? Donc, c'est un peu des hypothèses, des affirmations qu'on fait sur la langue aussi. Hein. Donc, comment on représente une chaîne parlée, par exemple? Quelles sont les unités de la chaîne parlée? Okay? Donc, c'est un type de représentation.
Le modèle, c'est où je vais appliquer ma théorie. Donc, c'est le champ d'application de la théorie. Okay? Et c'est dans ce champ, donc dans le modèle, qu'on peut faire des hypothèses, qu'on peut faire des expériences, qu'on peut essayer de vérifier ou d'infirmer les hypothèses qu'on s'est données dans la théorie. Okay? Donc, il y a quand même une interaction entre représentation, théorie et modèle. Donc, si la théorie prédit des effets, il faut essayer d'observer les effets, de les mesurer. Okay? Là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, les théories astrophysiques confirment qu'il y a des lois ou des règles qui régissent le comportement de l'univers. Donc, si on se donne, si on prédit des effets, après, il faut essayer de confirmer ou pas, de mesurer, d'observer en quelque sorte les prédictions qui ont été faites. Si les conséquences, disons donc les résultats, ne contredisent pas, si les conséquences ne sont pas contredites par l'expérimentation, par la réalité observée et mesurée, alors la théorie et ses principes se trouvent confortés. Okay? Donc, il y a, disons, une correspondance entre une raison d'être entre la théorie et les principes. Mais si, en réalité, les faits observés et mesurés sont contredites, okay, donc sont différentes par rapport à ce que la théorie a prévu, alors ça veut dire qu'il faut modifier la théorie, okay, et donc il faut également préciser les limites de la théorie et revenir sur la théorie. Okay. Là, attendez, je vais modifier parce que je ne vous ai pas parlé des données cliniques. Donc ça, on enlève, c'est pas vraiment important, mais ne vous inquiétez pas parce que même sur théorie et modèle, on va revenir, je pense, lors de la 3e séance. Dans le sens. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir qu'est-ce que le psycholinguiste fait. Okay? Quelle est la démarche qui est adoptée par la psycholinguistique expérimentale. Alors déjà, on a dit que le psycholinguiste peut adopter une démarche expérimentale. Donc, il doit avoir recours à l'expérience scientifique pour découvrir les processus mentaux qui sont à la base du traitement du langage. Okay? Il est effectivement pas facile d'étudier la compréhension, la production et l'acquisition du langage, même la perception, uniquement à travers l'observation et uniquement à travers des moyens théoriques et descriptifs. Okay? C'est pour ça que le psycholinguiste fait des expériences qu'on appelle manipulation, parce qu'il manipule effectivement aussi son protocole expérimental à travers des étapes. Okay? Donc, il part d'un modèle de traitement du langage. Donc, le psycholinguiste a un modèle qu'il va modifier ou qu'il va compléter. À partir de ce modèle, il fait des hypothèses qui, pareil, seront ensuite confirmées ou infirmées à travers l'expérimentation. Il choisit les matériaux linguistiques qui sont soumis aux informateurs au sujet. Donc, il choisit également la population qu'il veut observer. Population qui peut être constituée d'enfants, bébés, enfants, adultes, apprenants, bilingues, même personnes âgées, pour voir par exemple ce qui se passe au niveau cognitif quand on est âgé, dans la production du langage, ou la perception, la compréhension. Mais le psycholinguiste peut également étudier des sujets qui ont des troubles du langage, par exemple des sujets aphasiques. Est-ce que vous savez ce que c'est l'aphasie? C'est la difficulté à trouver ces mots?
C'est plutôt, Caroline, lorsqu'un sujet, par exemple, on peut dire, a perdu une faculté, l'une des facultés du langage, suite à, par exemple, un accident vasculaire cérébral. Okay? Donc, par exemple, il comprend, mais il n'arrive pas à produire, ou il produit, mais il ne comprend plus bien. Okay? Donc, la psycholinguistique peut également étudier des sujets qui ont des troubles du langage, ou même la langue des signes, hein, donc des sujets qui n'ont pas un code verbal. Okay? Donc, je disais, pardon, je suis allée un peu plus loin. Donc, il choisit les matériaux linguistiques et les sujets. Il sélectionne un plan de travail, okay, où il va définir les variables qu'il doit prendre en compte, donc variables dépendantes, indépendantes, les variables parasites, le contrôle, ainsi que l'ordre de présentation des matériaux. Okay, mais ne vous inquiétez pas parce qu'on va également voir tous ces types de variables. Donc, il définit la tâche expérimentale et la population étudiée. L'expérience doit se passer dans de bonnes conditions. Okay. C'est un peu le côté écologique de l'expérimentation. Il faut avoir de bonnes conditions de travail et disposer de tout le matériel nécessaire pour l'expérimentation, même du matériel informatique, par exemple. Une fois faite l'expérimentation, les données doivent être traitées. Dans la majorité des cas, d'un point de vue statistique, okay, et elles doivent également être interprétées de manière approfondie. Okay. Et en réalité, c'est justement au moment de l'interprétation des résultats que le psycholinguiste va voir si les hypothèses de départ sont confirmées ou pas, si le modèle qu'il a adopté était effectivement pertinent par rapport aux objectifs de travail, et donc s'il y a des limites, et s'il doit, par exemple, modifier ou enrichir ce modèle. Okay? Vous voyez que c'est quand même un travail un peu long, hein, en quelque sorte, et qui adopte donc une démarche expérimentale. Donc, il y a vraiment de l'expérimentation dans les études de psycholinguistique. Okay? Alors, je vais juste vous présenter dans les grandes lignes quelques modèles qui a été adopté en psycholinguistique expérimentale. Dans les années 60, Chomsky, avec sa grammaire générative, a effectivement donné un essor considérable à la psycholinguistique. Parce que à l'époque, donc dans les années 60, on essayait de montrer surtout l'importance de la syntaxe, hein, donc des règles syntaxiques dans le traitement du langage. Et la réalité aussi psychologique de certains aspects de la nouvelle langue. Okay? Donc, c'est un peu différence entre structure de surface d'une langue et structure profonde de la langue. Donc, c'est à ce moment-là, hein, donc lorsque Chomsky, avec cette grammaire générative, donne beaucoup d'importance à cette grammaire générative, qu'il y a deux chercheuses comme Beaver et Garrett, Beaver et Hurting, qui proposent un modèle psycholinguistique qui ressent fortement de l'école de Chomsky. Okay? Ce modèle prévoyait deux étapes. Okay? Analyse phonétique et analyse lexicale en temps réel, okay? Plus analyse phonétique et lexicale, pas en temps réel, mais en fin de proposition. Okay? Il s'agissait à ce moment-là d'expériences qui relevaient surtout de la mémorisation. Donc, en fait, les sujets devaient mémoriser des phrases ou des mots. Okay? Et ce qu'on faisait, c'était une analyse phonétique et lexicale, mais de cette mémorisation en temps réel, okay? Et de la mémorisation qui se faisait après que le sujet avait visionné ou avait écouté, en tout cas, le stimulus. Okay? C'est ça, ce qu'on appelle la production offline, ou la perception ou la compréhension
offline. On ne le fait pas en même temps qu'on voit le stimulus ou qu'on écoute le stimulus. Donc ça, c'est un premier, disons, modèle, un des modèles de la psycholinguistique expérimentale qui est proposé dans les années 60. Dans les années 70, il y a d'autres chercheurs, d'autres psycholinguistes qui, en réalité, soulignent l'importance du traitement du langage en temps réel, donc dans une dimension online. C'est le modèle de Marceline Wilson qui est basé sur la reconnaissance des mots parlés. Donc, en fait, ce que doit faire l'informateur, le sujet, est de reconnaître de manière séquentielle des mots parlés. C'est une tâche qu'on appelle de gauging. Donc, quelle était la passation de la tâche? Il y avait plusieurs écoutes de la part du sujet. Donc, à la première écoute, les sujets ne recevaient que les 30 premières millisecondes du mot. Donc, ils recevaient juste, disons, une toute petite partie du mot. Ensuite, donc à la deuxième écoute, ils recevaient 10 secondes d'intervalle, enfin, après 10 secondes d'intervalle, ils recevaient les 60 premières millisecondes, et ainsi de suite jusqu'à la présentation complète du mot. Donc, il y avait plusieurs écoutes. Et en réalité, qu'est-ce qu'il devait faire le sujet? Il devait justement reconnaître, mais de manière séquentielle, les mots parlés. Donc, après l'écoute de chaque segment, le sujet, l'informateur, devait écrire le mot entier, qu'il n'avait entendu que partiellement. Donc, il devait déjà écrire quel était le mot entier auquel il pensait. Et donner également une indication sur le degré de certitude qu'il attribuait à sa réponse. Donc, après chaque écoute, il devait écrire le mot entier, même s'il n'avait écouté qu'une seule partie du mot. Et donner aussi, dire aussi de quelle manière il était sûr qu'il s'agissait de ce mot. Donc, en réalité, ce modèle de Marceline Wilson permettait de discerner le point d'identification du mot, c'est-à-dire à quel moment précis dans la suite phonétique du mot, le mot était identifié correctement par le sujet. Il permettait également d'établir le degré de confiance à cet endroit, c'est-à-dire quel était le degré de certitude que le sujet avait à avoir en quelque sorte identifié le mot à tel moment, ainsi qu'à la fin du mot. Et ce modèle permettait également de préciser, d'identifier la liste aussi des candidats erronés proposés par le sujet avant qu'il n'ait identifié le mot. Peut-être qu'il se trompait, qu'il n'arrivait pas tout de suite à comprendre le mot correctement, et donc ça permettait également d'identifier quelles étaient les erreurs probables que le sujet pouvait faire avant l'identification complète du mot. Donc ce paradigme-là permet de simuler la présentation du mot en temps réel et d'observer le processus de reconnaissance lexicale. Donc, vous voyez là la dimension. Est-ce que vous comprenez la dimension online? Oui, ça va. OK. Donc, il y a certainement, comme dans tout modèle possible, des inconvénients de ce modèle. Notamment, il y a 3 inconvénients. Tout d'abord, le début du mot, qui en réalité pouvait être conditionné par la bonne reconnaissance du mot précédent. Lorsqu'il y avait une suite de mots, plusieurs mots, en réalité, la reconnaissance d'un mot pouvait subir la reconnaissance du mot précédent. Le fait que parfois le début du mot n'est pas un élément robuste de la parole continue,
il n'y avait pas de retour en arrière possible, donc on ne pouvait pas réécouter, par exemple, le début du mot. Et il n'y avait pas de mécanisme pondéré sur la fréquence d'usage d'un mot. Par exemple, la fréquence et la reconnaissance lexicale, ce sont des problématiques qui sont très abordées dans les études en psycholinguistique. Okay, donc, c'était un modèle, certainement, qui donnait beaucoup d'importance à la dimension online, mais qui, disons, avait quand même des inconvénients, des avantages. OK. Alors, donc, on a vu un petit peu quel est le protocole expérimental qui peut être adopté, suivi par le psycholinguiste. Il faut déjà savoir que la première chose que le psycholinguiste doit faire est d'avoir une problématique d'étude. Donc, qu'est-ce que la problématique? C'est justement la question de recherche à laquelle on veut répondre. Okay. Ensuite, le psycholinguiste doit voir quelle capacité langagière il veut étudier. Okay, donc, s'il veut étudier la compréhension, la production, quelle est la population qu'il veut observer, quelle est la modalité du langage, donc écrit ou oral, et le support aussi qu'on veut utiliser, quel est le niveau linguistique étudié, la langue étudiée aussi, et quelle est la méthode qu'il peut mettre en place. D'accord? Donc, concernant la capacité langagière, nous avons dit que la psycholinguistique donc, étudie les processus cognitifs lors du traitement du langage, qu'il s'agisse de production, compréhension ou acquisition de la compréhension et de la production du langage. D'accord? Donc, ça, c'est la capacité langagière qui est sélectionnée par le psycholinguiste dans son étude. Quels sont les stimuli? Okay, donc, on revient sur support, disons, les stimuli que le sujet peut recevoir. Ça dépend. Le sujet peut recevoir des stimuli, un stimulus qui est de nature linguistique, okay, suite de mots qu'il entend ou qu'il lit, par exemple. Il peut recevoir un stimulus non linguistique, par exemple avoir des images. On peut demander à des sujets de décrire des images. Okay. La modalité peut être visuelle, donc s'il s'agit du langage écrit, auditive s'il s'agit du langage oral, tactile, je vous ai mis un exemple de braille, gestuelle, si on étudie la langue des signes, forcément la modalité va être gestuelle. Mais on peut également avoir une modalité multimodale, donc une modalité par exemple qui doit être visuelle et tactile aussi. Lorsque on fait une étude en psycholinguistique où on demande par exemple à des sujets de regarder des images ou des vidéos et ils doivent également appuyer sur un bouton pour signaler une chose en particulier. Okay? Quels sont les niveaux linguistiques qu'on peut recevoir et qu'on peut étudier aussi? On part, disons, du plus simple pour arriver au plus complexe. Là. On part du niveau infralexical, donc des unités plus petites au niveau phonologique qui sont dépourvues du sens, les phonèmes, okay. Les syllabes. On peut également recevoir et produire des mots, tout court, un ensemble de mots qui donnent lieu à des phrases, à des syntagmes. Et on peut également étudier le niveau discursif. Donc, je vais vraiment produire un discours ou écouter un discours. Okay? Quels sont les caractères des stimuli qu'on peut utiliser et que le sujet peut recevoir? Ça dépend, parce qu'il y a plusieurs stimuli qu'on peut adopter. On peut donner une information partielle
au sujet. Donc, c'est un peu la tâche qu'on vient de voir de gating. Où est-ce que je l'avais noté? Tâche de gating, ok. On donne juste une partie de l'information. On peut avoir également une information déformée, donc qui est masquée, ce qu'on appelle le masquage, et une information d'amorçage aussi. Ça dépend parce qu'il y a différents types de stimuli qu'on peut utiliser dans une étude de psycholinguistique. La population, ça c'est quelque chose que je vous ai également mentionné tout à l'heure. Quels sont les sujets qu'on peut observer dans les études en psycholinguistique? Bah, en réalité, tout type de sujet, hein, parce qu'on peut étudier les natifs d'une langue, donc les bébés, déjà, on peut déjà, hein, même s'ils n'ont pas encore une vraie production langagière, on peut étudier, par exemple, chez les bébés, la perception du sens, hein, donc à travers des méthodes comme étudier le rythme cardiaque ou la succion. On peut étudier également les enfants, les adultes, et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes âgées. On peut étudier une population monolingue, sachant qu'aujourd'hui, en réalité, il y a de moins en moins de populations monolingues et on a surtout et de plus en plus de populations bilingues ou plurilingues. Hein. Là où, pour bilingue, nous adoptons la définition donnée par Grosjean. Donc, un bilingue, c'est une personne qui maîtrise deux langues, okay, dans sa vie quotidienne. Hein. Okay. C'est une définition très, disons, pas très spécifique, moi je dirais, et notamment quand on parle de bilingue, on n'entend pas forcément, surtout aujourd'hui, on n'entend pas une personne qui maîtrise à la perfection les deux langues. Hein, okay. On peut étudier également des sujets qui ont des troubles du langage, donc on l'a dit tout à l'heure, par exemple des sujets aphasiques, et on peut étudier également la langue des signes. D'accord? Quelles sont les langues qu'on peut étudier? Okay. Ou quel aspect de la langue on peut étudier aussi? Ben, tout dépend de la problématique qu'on se donne. Hein, parce qu'en fait, à chaque fois, les choix du psycholinguiste dépendent de la problématique, donc de la question de recherche qui s'est donnée dans son étude. Okay. Donc, il peut y avoir, on peut étudier des processus cognitifs universels, okay, donc des processus qui sont identiques pour toutes les langues. Okay. Par exemple, dans une tâche de reconnaissance lexicale où il faut reconnaître un mot, okay, normalement, on part du présupposé que plus un mot est fréquent dans la langue, plus il sera rapidement reconnu par les sujets. Okay. Donc, il y aurait ce trait, hein, ce processus, cet élément cognitif qui serait universel pour toutes les langues. Il peut également y avoir des processus cognitifs qui sont spécifiques et qui dépendent des propriétés de la langue. Donc, dans ce cas-là, il faudra faire des comparaisons interlangues, c'est-à-dire étudier des populations qui ont plusieurs langues, hein, maternelle ou seconde. Okay. Et on peut traiter également différents aspects de la langue, par exemple l'aspect orthographique ou l'aspect syntaxique. Dans le traitement orthographique, je vous ai mis un exemple qu'on pourrait faire, par exemple, entre le français et l'italien. Pourquoi? Parce qu'il existe des spécificités entre ces deux langues. Okay. Traitement orthographique, en italien, en réalité, tous les mots qu'on prononce, enfin pas tous les mots, mais tous les sons qu'on prononce, on les écrit. Il y a une correspondance assez nette entre la graphie et l'aspect graphique et l'aspect phonique. Okay, donc, si je dis « i » en italien, la lettre « i », il y aura un seul moyen, il y aura une seule lettre, une seule voyelle pour rendre le son « i ». Okay. Si en français, je veux produire le son « s », okay,
Bah, en réalité, le son S peut s'écrire de différentes manières, hein. Donc, avec un S vraiment, avec un C, et ça dépend de la voyelle qu'on a après, etc. Donc, il y a, par exemple, des processus cognitifs là qui sont spécifiques au français et à l'italien. Même dans le traitement syntaxique, nous avons des différences, par exemple, entre le français et l'allemand. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît l'allemand ici? Connaître, je fais de l'allemand, oui. Ok. Est-ce que, par exemple, si on pense au côté syntaxique, quelle est la différence ou quelles sont les différences qu'on peut relever entre le français et l'allemand? Par exemple, l'ordre des mots en français est stable dans la phrase relative. En allemand, le verbe va aller à la fin. Aussi, l'ordre des mots en allemand est fixé autour du verbe, qui est toujours, par exemple, dans la principale, toujours en deuxième position, et les mots, on peut les placer un peu comme on veut. Oui. En français, on a un ordre sujet-objet, sujet-verbe-objet très, très strict. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Disons qu'en allemand, il n'y a plus de rigidité dans la structure, dans l'ordre des constituants. Parce qu'en allemand, si le verbe est conjugué, okay, il faudra tout le temps le positionner en deuxième position. Donc, avant le verbe, vous pouvez mettre un adverbe, un sujet, ce que vous voulez. Mais le verbe conjugué doit toujours se positionner en deuxième position. Alors que le verbe qui n'est pas conjugué, hein, par exemple, le participe ou l'infinitif, il doit se placer toujours en fin de phrase. En français, nous n'avons pas ces contraintes, hein. Il y a plus de liberté dans l'ordre des constituants. Okay? Donc, on peut voir que là aussi, il y a des processus cognitifs liés au traitement syntaxique qui sont différents entre le français et l'allemand. Okay? Alors, quelle est la méthode qu'on peut adopter? Donc, de ce petit schéma-là, de cette section, nous avons vu la capacité langagère étudiée, production, compréhension, la population, la modalité du langage ou le support, le niveau linguistique étudié, la langue, et la méthode. Alors, quelle est la méthode qui peut être adoptée dans les études en psycholinguistique? Alors, nous avons l'observation, donc on observe le traitement du langage. Okay. Il peut également avoir de l'expérimentation. Il y a de plus en plus des études qui adoptent l'expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire, expérimentation? Ça veut dire que l'expérimentateur manipule quelque chose dans la situation expérimentale, tout en contrôlant les autres facteurs qui peuvent influencer ce qu'on veut observer. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le psycholinguiste fait des manips, parce qu'effectivement, il va un peu manipuler, agir sur la situation expérimentale. Okay? En contrôlant quand même les autres facteurs qui peuvent influencer, qui peuvent impacter ce qu'on veut observer. Okay? Il y a des situations où on ne peut pas faire de l'expérimentation parce que il y a quand même, il faut essayer quand même de respecter la validité écologique des données, mais surtout parce que on observe, on expérimente surtout et tout le temps sur des sujets humains. Okay? Et parfois, on ne peut pas faire de l'expérimentation parce qu'il y a quand même des contraintes. Okay? Qu'est-ce qu'on peut examiner? On peut examiner des corpus écrits ou oraux. Okay? On peut examiner un signal. On peut examiner des observations, par exemple, lors des interactions entre parents et enfants ou lors d'entretiens cliniques. On peut observer des comportements,
par exemple, chez le bébé, je vous ai nommé tout à l'heure la succion non nutritive. Okay. Exemple, si on veut étudier la perception des sons chez les enfants, on peut se servir, on peut observer l'enfant quand il est en phase de succion non nutritive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne des sons à l'enfant, normalement des sons auxquels il est habitué. Au moment, par exemple, où la succion devient plus forte, plus rapide en quelque sorte chez l'enfant, et qu'on a introduit un nouveau son, ça veut dire qu'il a perçu un son nouveau, un son qui n'est pas familier, enfin, n'est pas familial pour lui. Donc, on peut étudier des indices comportementaux ou même le rythme cardiaque. Hein, si le rythme cardiaque, donc voilà, des indices physiologiques, accélère pour un enfant et qu'on veut étudier la perception du son, probablement c'est parce qu'il a perçu un son nouveau. On peut également examiner l'activité cérébrale, donc le débit sanguin, et faire des simulations informatiques avec l'intelligence artificielle. On peut également examiner l'oculométrie, le mouvement oculaire. Par exemple, si on s'intéresse à la lecture, mais pas que à la lecture, hein, mais si on s'intéresse à la lecture, on peut étudier où l'œil du sujet va focaliser son attention, donc étudier le mouvement oculaire. Okay. Ce qu'on examine le plus fréquemment dans les études en acquisition, pas en acquisition, mais en psycholinguistique, c'est le temps de traitement, c'est-à-dire le temps de réaction, le temps de réponse, le temps de lecture. Ce sont les expériences de chronométrie mentale où on va mesurer la durée des processus mentaux. Quel est le temps de réaction du sujet par rapport à la lecture, par rapport à une réponse qu'il doit donner. Le postulat qui est à la base des expériences de chronométrie mentale est que plus un traitement est complexe, plus il prend du temps. Donc, plus le traitement demandé du langage est complexe et difficile, plus le temps de réaction, le temps de réponse, le temps de lecture sera long. Alors, qu'est-ce que fait le sujet lors, disons, de l'expérimentation? Ça dépend. Il peut faire des activités primaires, comme la compréhension auditive, où il doit produire oralement, où il doit lire, où il doit écrire. Il peut également faire des activités qu'on appelle secondaires, comme catégoriser, par exemple, catégoriser des objets vivants ou non vivants, pas vivants non vivants, mais des notions vivants non vivants, ou on peut lui demander de décider le juste item lexical, donc c'est la tâche de décision lexicale. Il peut reproduire, hein, c'est la tâche de shadowing, où on demande par exemple au sujet de reproduire ce qu'il voit ou de reproduire ce qu'il a entendu, ce qu'il entend. Il peut détecter une cible linguistique ou non linguistique. Il peut comparer les sons, les mots, les phrases. Il peut produire également, donc faire par exemple dans des tâches d'association des mots ou de continuation, mais il peut également combiner plusieurs de ces activités, par exemple détecter, reproduire, ou catégoriser, comparer, etc. Donc, en fait, il peut faire pas mal de choses, hein, tout dépend toujours de la tâche expérimentale et toujours de la problématique de l'étude. Quand est-ce que le sujet répond? Alors, si le sujet répond pendant la présentation des stimuli en temps réel, ça veut dire qu'il répond dans une démarche online. S'il répond après la présentation des stimuli, alors on est dans une dimension
offline. Okay? Quelles sont les réponses qui sont mesurées par le psycholinguiste? Mais ça dépend déjà, parce que si on étudie les temps de réaction, les temps de lecture, etc., donc en chronométrie mentale, on va étudier par exemple la vitesse de réponse, donc le temps de réaction, la précision aussi, donc le marge d'erreur, le pourcentage d'erreur. On peut également mesurer les réponses écrites ou parlées ou la dépression d'un bouton si par exemple on demande au sujet d'appuyer sur un bouton qu'il a reconnu quelque chose dans une tâche de détection. En mesure physiologique, donc lorsqu'on étudie plutôt le côté physiologique, on peut étudier, par exemple, on peut mesurer la taille de la saccade, le potentiel évoqué ou le flux cérébral, le flux du sang. Okay? Donc, ça dépend, on peut étudier, mesurer différentes choses, mais toujours en lien avec la problématique et la tâche aussi expérimentale utilisée. Okay? Alors, ici, je vous avais mis quelques exemples de tâches et de mesures. Okay. Déjà, il existe deux types de tâches expérimentales, donc des tâches offline et des tâches online. Okay. Dans les tâches offline, le sujet répond après avoir reçu et traité le stimulus. Okay. Par exemple, la vitesse de réponse dans des tâches offline n'est généralement pas la variable dépendante la plus importante. Et un exemple de tâche offline peut être une tâche de jugement de grammaticalité ou les tâches de gating qu'on a vu tout à l'heure. Dans la tâche de jugement de grammaticalité, le sujet doit juger justement si ce qu'il reçoit à partir du stimulus peut être considéré comme grammaticalement correct ou pas. Okay. Les tâches en temps réel, donc tâches online, c'est lorsque le sujet répond pendant la réception du stimulus et donc pendant le traitement de l'information. Donc dans ce cas-là, par exemple, le temps de réaction est une variable dépendante importante. Ce type de tâche, on peut l'avoir dans des tâches de détection de phonèmes ou dans des tâches de décision lexicale. Okay, donc les sujets, dans ce cas-là, répondent sur la base de l'information locale et de représentation partielle qui résulte du traitement de l'information. Okay, donc ils doivent répondre en même temps. C'est ça la tâche online. Offline, ils répondent après avoir reçu le stimulus. Okay. Là, je vous ai mis un peu les conditions d'expérience. Quand on commence, comment, si on commence quand on reçoit le stimulus ou après le stimulus, okay. Donc le temps qui s'écoule entre la réception de l'entrée et la réponse est réduit au minimum, et ça c'est le temps réel, hein. Ça veut dire qu'on répond en même temps. Exemple d'expérience, imitation immédiate, okay. Dans le cas d'une tâche d'imitation. Le sujet reçoit des mots, des phrases, des textes présentés auditivement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit reproduire par imitation le stimulus quand le sujet répond le plus rapidement possible. Donc, il faut que le temps entre la réception de l'entrée et sa réponse, la réponse du sujet soit vraiment réduit au minimum. Quelles sont les réponses mesurées? Certainement les temps de réaction. Et les erreurs aussi, le pourcentage d'erreurs. Okay. Alors, je vous invite à répondre, à faire ce petit exercice pour la semaine prochaine. Okay. Donc, à la lumière de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, aujourd'hui, nous avons un exemple de problématique. Okay. Quels sons de sa langue un bébé francophone de 2 jours peut-il discriminer? Okay. Donc, nous avons la problématique. Vous êtes le psycholinguiste en question. Vous devez donc sélectionner quelle capacité langagière vous voulez étudier, quelle modalité, quel niveau linguistique, quelle est la population,
Okay. Et vous l'avez déjà dans la problématique, la langue et la méthode aussi que vous pensez mettre en place. Okay. Est-ce que vous pensez pouvoir le faire pour la semaine prochaine? Oui. C'est un tout petit exercice. Hein. On a déjà la problématique, donc la plupart des informations, on les trouve déjà dans la problématique. Hein. Okay. Donc, il s'agit juste de sélectionner voilà, quelles capacités, modalités, niveau, population, langue et méthode expérimentale, si possible, que vous voulez adopter pour étudier la perception du son par l'enfant. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non, tout est clair. Tout est clair, Daniel? Oui. Ok, s'il n'y a pas de questions, je pense que pour aujourd'hui, oui. Moi, j'en ai une Caroline, oui. pratico-pratique. Quand est-ce que vous pourrez mettre les diapos en ligne? Ce diaporama-là? Oui. Non, je vais le mettre tout de suite. Hein. Ah, ok, bah super. Okay, ne vous inquiétez pas. Okay, il faut juste que je le transforme en PDF et je vais le déposer. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va voir plus en détail la méthode expérimentale. Okay. Donc, on va se focaliser essentiellement sur ça, sur le côté de observation-expérimentation. Et on va voir également, on va revenir sur les tâches expérimentales qu'on peut proposer dans des études en psycholinguistique. OK? D'accord? OK, donc, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez d'autres cours aussi, bonne continuation de la journée.